Tu ouvres le robinet de la salle de bain et tu te rinces le visage à l'eau chaude. Au bout de quelques secondes, un puissant grincement se fait entendre dans les canalisations. La seconde suivante, des morceaux de glace tombent dans tes mains. Tu sursautes en entendant un voisin crier de l'autre côté du mur. Il est probablement en train de prendre une douche. Tu tires le levier, mais l'eau ne coule pas. Tu remarques alors qu'une épaisse couche de glace est collée au bec du robinet. On dirait une stalactite. Tu vas dans la cuisine et prends une carafe d'eau, mais l'eau ne coule pas là non plus dans ton verre. Elle est gelée. C'est la même chose dans la bouilloire. Les canalisations font un bruit d'enfer. Toute l'eau de la ville a gelé, ce qui a entraîné une rupture de l'approvisionnement. L'eau s'écoule librement dans le réseau de canalisation. Elle monte et descend, circule dans un complexe système d'égouts. Puis, elle se transforme en glace et prend du volume. Les tuyaux en plastique et en métal ne résistent pas. Ils éclatent et se brisent. Si l'eau redevient liquide, la ville sera instantanément inondée. Toutes les eaux usées s'accumuleront sous terre et remonteront. Mais pour l'instant, l'eau vient de geler en quelques secondes et il y a des millions de tonnes de glace sous les rues. Cela se produit partout dans le monde et personne ne sait pourquoi. Même dans les jungles tropicales de l'Amazonie et dans les savanes africaines, tous les lacs, rivières et étangs ont gelé malgré la température élevée de l'air. L'énorme quantité de glace fait baisser la température sur la planète entière. Il fait plus frais dans les déserts desséchés et il fait encore plus froid dans le nord. Tu allumes ta bouilloire pour faire fondre l'eau, mais ça ne marche pas. La centrale hydroélectrique qui alimentait la ville est tombée en panne et les gens n'ont plus d'électricité. Tu sors et tu vois des personnes effrayées. Elles ne peuvent pas boire car leurs bouteilles ont gelé. La fontaine de la ville s'est transformée en sculpture de glace. Le lac du parc est une patinoire où l'on peut jouer au hockey. Tu frissonnes car les températures ont chuté dehors. Plusieurs personnes font un feu sur la place de la ville et mettent des bouteilles à côté. Cela aide à faire fondre l'eau. Tu décides de te réchauffer près du feu et de regarder les infos sur ton téléphone. Toutes les chutes d'eau de la planète ont l'air d'être figées dans le temps. Tous les bateaux qui naviguaient dans les mers et les océans sont bloqués. Pour atteindre le rivage, les gens doivent creuser à travers des milliers de kilomètres de glace. Mais comme c'est impossible, des hélicoptères volent au secours des marins. Un petit morceau de glace tombe sur l'écran de ton téléphone et fait une rayure. Une pluie glacée commence à tomber. Des gouttes de différentes formes et tailles viennent se briser par terre comme du verre. Les gens se mettent à l'abri sous les toits. Les animaux se précipitent sous les arbres. La pluie glacée frappe le sol, raye les voitures, brise les vitres. Quand elle prend fin, c'est l'effondrement. Des glaçons tranchants crissent sous tes pieds. Les voitures ne peuvent plus rouler normalement. Des embouteillages se forment sur les routes. Au moment où l'eau a gelé, de nombreux surfeurs étaient sur l'eau sur les côtes de nombreux pays. Voici l'un d'entre eux qui se dirige vers une grosse vague, debout sur sa planche de surf. La vague se lève, se tord et se fige. Le surfeur glisse sur la glace à toute vitesse et tombe. Il regarde l'océan gelé, puis rentre chez lui pour enfiler ses patins. La pêche aussi s'est arrêtée dans le monde entier. Pour attraper un poisson, tu dois percer la glace et retirer soigneusement ta prise qui est complètement gelée. Toutes les créatures marines sont vivantes. Elles sont simplement plongées dans un sommeil cryogénique. Chaque jour, des sauveteurs sortent des personnes coincées dans la glace. Imagine que tu es en train de nager et que tout ce qui t'entoure gèle tout à coup. Tu ne peux plus bouger, il t'est presque impossible de respirer. Ta tête est maintenant recouverte d'une couche de glace. Tout ce que tu peux faire, c'est crier et bouger les muscles de ton visage. Tu passes des heures à appeler à l'aide et à attendre que les secours te tirent de la glace. Le transport de marchandises par cargo s'est arrêté. L'importation et l'exportation des biens et des ressources naturelles sont désormais impossibles. Cela entraîne une pénurie de carburant dans certains pays, car le pétrole ne peut plus être livré rapidement par bateau. D'autres pays ne reçoivent plus assez de fruits et de légumes. Cela entraîne une hausse des prix pour de nombreux produits, et l'économie mondiale devient instable. Les gens achètent tous les chauffages domestiques qu'ils trouvent pour faire fondre l'eau dans les bouteilles. L'approvisionnement en eau est interrompu et tout le monde sort avec des seaux pour récupérer les morceaux de pluie glacée qui tombent du ciel. Chez eux, ils font fondre la glace dans des seaux en fer. Mais c'est impossible dans ta ville car la centrale hydroélectrique n'a toujours pas repris son activité. Avec tes voisins, vous allumez donc des feux dans les rues pour faire fondre la glace. Pendant ce temps, c'est la catastrophe dans les mers et les océans. Normalement, les algues et le phytoplancton absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Plus de 50% de l'air pur sur Terre existe grâce à ce processus.
Mais maintenant, tout est gelé et l'oxygène n'est plus renouvelé. Au bout de quelques mois, les gens commenceront à remarquer qu'ils ont du mal à respirer. De plus en plus de dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. À cause de cela, le ciel bleu devient gris. Les pluies n'arrosent plus les forêts et les jungles, elles les détruisent. Les arbres, les feuilles et les plantes sont déchirés par toutes ces gouttes de glace. Les récoltes se gâtent, dans le monde entier, les réserves de nourriture se tarissent. Les volcans émettent beaucoup de dioxyde de carbone et de chaleur. Ils pourraient faire dégeler toute cette eau, mais cela prendrait des millions d'années. La température de la Terre a baissé, ce qui ralentit la fonte. Il n'y a que sur les côtes des pays du Sud que la glace commence lentement à fondre. Mais cela ne suffit pas pour sauver la planète du désastre. Les événements les plus tragiques ne se produisent pas sur les mers, mais sur Terre. Les villes situées au pied des collines et les villages de montagne sont évacués. Les habitants prennent leurs affaires et s'éloignent le plus possible de leurs maisons, près des lacs et des rivières qui s'écoulent à l'intérieur de la roche et sous le sol. Car quand toute cette eau gèle, elle gagne en volume. C'est ce qui s'est passé avec les canalisations en ville. Lorsque tout commence à s'écrouler à l'intérieur des montagnes, on assiste à des glissements de terrain. Les petites villes disparaissent sous les éboulis. Les tremblements de terre emportent les arbres et les maisons sous la surface. Cela se produit partout sur la planète. Pour échapper aux pluies de glace, les gens fabriquent des parapluies en métal léger. Si tu décides de sortir par mauvais temps, tu dois porter un casque ou des bouchons d'oreilles, car le tintement de la glace qui tombe sur le parapluie en métal est assourdissant. Il est nécessaire de protéger les plantes et les cultures de la glace. Les gens placent d'énormes dômes transparents au-dessus des fermes et des champs. Les dômes sont équipés d'un tissu très résistant. Les morceaux de glace ne le traversent pas et lorsque le soleil commence à la faire fondre, elle passe au travers du tissu et arrose les sols. Les scientifiques créent des stations électriques super puissantes et les installent à différents endroits de l'océan. Ces stations sont équipées d'énormes foreuses qui creusent de longs tunnels dans les profondeurs océaniques. Ensuite, on place là de puissants réacteurs nucléaires. On les recouvre de boucliers de protection pour éviter que les radiations ne contaminent l'eau. Les réacteurs commencent à fonctionner et à faire fondre la glace. Lorsqu'une immense quantité d'eau a fondu, on retire les réacteurs de l'océan. À ce stade, l'eau chauffée fait elle-même fondre l'eau gelée. Ce processus prend des décennies. Pendant que les mers fondent, les habitants des villes réinstallent des systèmes d'égouts. Tout d'abord, un puissant appareil de chauffage est placé à l'intérieur de chaque maison, ce qui fait lentement fondre la glace. Ensuite, les plombiers remplacent les tuyaux cassés. La température du globe se rétablit lentement, mais les pluies glacées continuent de tomber. Pour résoudre ce problème, les scientifiques synthétisent un réactif chimique inoffensif. Chaque jour, des avions supersoniques traversent les nuages de pluie et vaporisent la substance qui transforme les petits fragments de glace en gouttes d'eau. L'eau gelée dans les rochers fond lentement elle aussi, ce qui provoque de nouveaux glissements de terrain. Pour éviter de nouveaux tremblements de terre, des sismologues inventent un scanner qui surveille l'activité des eaux souterraines. Le scanner analyse les températures de la glace et des sols, ainsi que la densité de l'air et de la terre, afin d'établir un profil sismographique en temps réel. Les gens pourront donc savoir à l'avance quand la catastrophe débutera. Oh là là, regarde-moi ça, il y a une tornade géante qui se dirige droit sur toi, et elle est si rapide. Ces tornades peuvent se déplacer à des vitesses folles de plus de 400 km/h. De plus, elles peuvent laisser une traînée sur leur passage, atteignant jusqu'à 80 km de long et plus d'1 km de large. Parfois, on les voit clairement arriver, alors que dans d'autres cas, les nuages bas ou la pluie peuvent les dissimuler, de sorte qu'elles se précipitent sur toi sans que tu ne les aperçoives. Et dans la plupart des cas, une tornade peut se former si rapidement que personne ne peut en avertir à temps. Et maintenant que cette tempête en furie est vraiment proche, il ne te reste peut-être plus que quelques minutes pour te mettre à l'abri. Tu as une cave ? Cours te cacher, à moins que... Je sais que cela semble insensé, mais que dirais-tu d'entrer dans une tornade pour voir à quoi ça ressemble ? Certaines tornades ressemblent à des tourbillons en forme de corde, tandis que d'autres sont composées de larges nuages en forme d'entonnoir. Et voici le second type, juste devant toi. Regarde ces vents tourbillonnants, nés d'un orage électrique. Ils descendent peu à peu jusqu'au sol. Souvent, la grêle se joint à la fête. Les États-Unis comptent environ 1000 tornades par an. Et le Texas en détient le record, avec environ 120 tornades annuelles. Un record dont il n'y a pas lieu d'être fier. Mais la plupart des tornades américaines sont observées dans la Tornado Alley, une étendue de terre située dans le Midwest. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide en provenance du Mexique rencontre de l'air frais et sec en provenance du Canada.
Ces deux éléments s'affrontent et se transforment en une puissante tempête qui, à un moment donné, peut engendrer des tornades. La plupart des tornades sont observées entre avril et juin, mais depuis quelque temps, on en voit même en décembre. Elles peuvent aller d'une simple tempête de poussière à un phénomène d'une puissance considérable, capable d'emporter des voitures, de grands arbres ou même des maisons. Mais c'est une occasion unique, tu ne t'es jamais trouvé aussi proche. De plus, cette tornade est gigantesque, et ce n'est pas souvent que tu aurais l'occasion d'en voir une telle. Bon, tu es prêt ? Elle se rapproche. Tu sens le vent se renforcer tout en te projetant de la terre et des éclats au visage. Tu fermes les yeux et hop, te voilà à l'intérieur. Et c'est la folie. Des vents violents te ballottent en tous sens et te font tournoyer. Ils te soulèvent en même temps. Tu as le vertige ? Tu te sens comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz ? C'est peut-être le bon moment pour s'intéresser à ce qui t'arrive vraiment à l'intérieur. Tourbillonnant au gré des vents et oh, attends ! C'est la moto de ton voisin qui tourne en même temps que toi ? Espérons qu'elle reste au loin. Prenons maintenant le temps de couvrir les bases. Se retrouver au milieu d'une tornade enragée est une chose à laquelle il est possible de survivre. Mais autant être honnête, ce ne sera pas facile. La première chose que tu ressentiras sera probablement le changement de température. À l'intérieur de cette tornade folle, il peut faire 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est parce que le centre de l'entonnoir formé par la tornade tourne en permanence. Cela rend l'intérieur du vortex beaucoup plus froid et rend l'air plus raréfié qu'à l'accoutumée. La densité de l'air y est inférieure de 20% à celle que l'on trouve par exemple en haute altitude. J'espère que tu n'as pas l'intention d'y rester trop longtemps. La pression atmosphérique à l'intérieur de ce tourbillon est si basse que tes poumons ne pourront pas en retirer suffisamment d'oxygène. Pour te donner une idée de la situation, respirer à l'intérieur d'une tornade revient à essayer de prendre de l'air à une altitude de 8000 mètres. C'est un niveau d'alpiniste professionnel, comparable à l'ascension de l'Everest. Alors oui, il faut de l'aide pour pouvoir respirer normalement. Bref, tu vas probablement t'évanouir au bout de quelques minutes. Mais ne t'inquiète pas, on t'a apporté ce masque spécial pour que tu n'aies pas à te soucier de ta respiration. As-tu remarqué à quel point le flux d'air à l'intérieur est régulier ? Certains chasseurs de tempêtes se sont déjà retrouvés à l'intérieur de tornades. Plus tard, ils ont fait une description chaotique de tous ces nuages déchaînés et de ces vents tourbillonnants. Mais de l'intérieur, l'air était étonnamment doux. Ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir qui t'attend. Et tu n'es clairement pas tout seul à l'intérieur de cette tornade. La moto du voisin n'est pas la seule chose que tu y verras. Du bois, des briques, du verre, peut-être même des voitures, des vaches, des mobil-homes, des briques, des toitures et d'autres gros objets. Tu auras de la chance si rien ne te tombe dessus dans ce chaos sans nom. Avec tous ces débris qui tourbillonnent à 500 à l'heure, il te sera difficile d'esquiver quoi que ce soit. Mais admettons qu'un miracle se produise et que tu sois épargné. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Tu te demandes quand tout cela va se terminer et si tu seras capable de t'extirper de cette incroyable tornade. Elle finira bien par ralentir. Cela se produit parce que de l'air frais pénètre dans la tornade. Mais ce n'est pas parce que les choses se calment que tu peux te détendre pour autant. Enfin, ton estomac, lui, le peut, puisque le tournoiement s'est arrêté. Mais la tornade te laissera tomber de n'importe quelle hauteur quand elle cessera. Si tu te trouves à la campagne, il se trouvera peut-être une botte de foin pour amortir ta chute. Oh, attends, nous parlons d'une tornade qui fait probablement plus de 14 000 mètres de haut, alors ça ne te servira à rien. Espérons que tu as apporté ton parachute, parce que ce serait le moment idéal pour le déployer, tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on aime les fins heureuses par ici. Alors voici un petit coup de pouce. Et voilà. À présent, tu redescends lentement en profitant de la vue. Si tant est que tu remarques quoi que ce soit aux alentours avec tout ce tournis. Comment se fait-il qu'il y ait un ciel clair et ensoleillé sur ta gauche, te demandes-tu ? Ça n'a rien d'inhabituel. Les tornades se forment souvent à la périphérie d'un orage. C'est comme une frontière entre deux mondes différents. Il n'y avait même pas de vent, et l'air était très calme avant que la tornade ne frappe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est également très répandu. Bon, je pense que tu sais tout de même que ce genre de scénario est impossible dans la réalité. Il est donc préférable de trouver rapidement un endroit sûr lorsqu'une tornade est en approche. Utilise plutôt un abri souterrain et si tu n'en as pas à disposition, n'importe quel sous-sol pourra faire l'affaire. Prépare à l'avance une télévision sur batterie ou une radio à pile, ainsi que des batteries de rechange. Ou un appareil avec Internet pour pouvoir recueillir les dernières informations sur la tornade. Prévois également de la nourriture non périssable, de l'eau et d'autres produits de première nécessité. Il s'avère que certaines personnes ont vraiment été emportées par des tornades et qu'elles ont réussi à s'en sortir. La tornade les a en fait déposées à quelques centaines de mètres de là, sans la moindre égratignure.
C'est quand même se donner beaucoup de mal pour économiser l'argent du taxi. Mais on ne peut évidemment pas garantir une arrivée à bon port. Il serait incroyablement difficile de se sortir de tels cataclysmes, comme les orages supercellulaires par exemple. Ceux-ci appartiennent à la catégorie des tempêtes les plus violentes, à savoir les orages électriques. Et imagine que tu te retrouves dans une trombe d'eau. Elles peuvent sembler agréables, du moins au début, parce qu'elles ne sont pas très puissantes et qu'elles se forment au-dessus des eaux chaudes. Elles pourraient parfaitement s'intégrer dans ta thalasso, enfin, jusqu'à ce qu'elles se déplacent vers l'intérieur des terres et se transforment en véritables tornades. Les tourbillons de poussière sont encore moins agréables. Ils ne sont pas très grands, mais il s'agit de colonnes d'air qui tournoient à très grande vitesse. Et on peut facilement les voir à cause de toute la terre et de toute la poussière qu'ils accumulent. Il faut toutefois des lunettes de protection pour les affronter. Oups, je crois que bien que je les ai oubliés, je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Mais si cela peut te rassurer, les tourbillons de poussière ne sont pas associés aux orages. En y pensant, je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de rassurant. Mais si tu es prêt à sauter dans un tourbillon de feu, on peut te trouver une combinaison spéciale qui te protégera pendant que tu seras brinque-ballé dans les flammes, la fumée et les gaz. Ces colonnes sont étroites et s'élèvent verticalement dans les airs, tout comme les tourbillons de poussière. Bien entendu, la chaleur est insupportable, et comme les courants ascendants se renforcent et qu'il s'y trouve suffisamment de combustible, un tourbillon de feu se transforme en une véritable tornade de flammes, qui s'étend du sol jusqu'aux nuages et se déplace à une vitesse incroyable. D'accord, on va en rester là, je commence à avoir la tête qui tourne. La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens, chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant.
Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer? Une centaine d'années? Un millier? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ceux que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée.